J'étais en France pratiquement 2 ans, j'ai pleuré tous les jours. Là, après le Covid, j'ai tout perdu. Tout est cher. C'est ma deuxième femme, la musulmane. J'ai rencontré la mère de mes enfants, qui est une grosse famille de Koh Samui. Je savais que j'avais rencontré déjà quelqu'un de très important. C'est une des plus grosses familles de Koh Samui. Quand c'est des grosses familles, t'as aucun problème avec personne. Nous sommes propriétaires d'un commerce qui a coûté 300 et quelques mille euros. Et c'est à son nom directement à elle. Il n'y a même pas mon nom dessus. Moi, je lui ai fait confiance. Mais notre relation était cachée. Et tout le monde m'a accepté, même hors mariage. Je me suis marié il y a 9 ans en arrière avec une musulmane. Alors la deuxième femme, c'est très difficile. Les femmes musulmanes, il faut que vous sachiez que c'est un très grand respect. Pas de bar, pas de discothèque, pas de ne serait-ce de fréquentation d'une personne masculine. Donc c'est ce côté-là que j'adore. Donc je me suis marié avec elle, j'ai dû me convertir dans la religion musulmane que je respecte énormément. Je m'habille en djellaba, je suis jamais en short. La religion musulmane est vachement saine par rapport à la religion bouddhiste. Pour des warriors, tu peux aller en prison. Oui. Je suis arrivé ici, j'avais à peine 20 ans. À l'époque, j'étais venu exactement avec 5000 francs français, ce qui représente 900 euros. Je gagnais pas beaucoup, je travaillais comme un forza. Ça m'arrivait d'ouvrir 20 heures par jour. J'arrive à vivre, ce qui était impossible il y a quelques années. J'avais besoin de 5-6 000 euros. Moi, vous pouvez pas me comparer à n'importe qui en Thaïlande. Le maire, le gouverneur, tous ces gens-là me connaissent, m'apprécient énormément. Toutes les ambassades à travers le monde m'ont contacté en cas de problème. Ils me considèrent comme un Thaï, quoi. Presque. Chez nous, les coups de coude, c'est interdit où il y a des protections. Ici, c'est toléré. La puissance des combats est quand même assez élevée. Certains combats finissent souvent par KO. À chaque fois qu'il y a un touriste qui combat, des coups de coude, du sang, c'est pas de la rigolade. Ils augmentent le chiffre d'affaires par 2. Mais comme j'ai eu un problème à mon cœur en 2021, actuellement, je ne suis pratiquement pas assuré pour le cœur. Sabri Tahe, en direct de Thaïlande, je suis à Koh Samui et aujourd'hui je suis avec Fernando. Si la Thaïlande ou l'Asie de façon générale vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur Instagram. Si l'installation en Thaïlande vous intéresse, n'hésitez pas à télécharger mon guide sur l'expatriation en Thaïlande. Je vous mets le lien dans la description. Il est offert, vous pouvez le télécharger gratuitement. Vous trouverez plus de 100 pages d'informations sur les visas, sur les opportunités d'emploi, sur les appartements, sur plein d'autres choses, sur les assurances, sur la retraite. N'hésitez pas, le lien est dans la description. Fernando, comment vas-tu? Alors Sabri, enchanté. Ravi de te rencontrer. 35 années de Thaïlande. Oui, ça rigole pas, ouais. 1990, 34 on va dire. 34 ans en Thaïlande. Putain, ça m'a surpris quand tu m'as dit ça. Hein. Ouais, moi je suis un vieux de la vieille. Je suis arrivé ici en 1990. Il n'y avait pas de touristes. 1990, ouais. Pas de voiture. Bon, on contextualise rapidement. Hier, j'étais en train de manger et t'es passé en moto, c'est ça? Hein? Voilà, et je t'ai vu. Je t'ai guetté. Ok, et t'étais habillé beau gosse, donc je mettrai le passage parce que je t'ai filmé aussi hier. Nous proposons le meilleur Muay Thai que vous aurez vu sur Koh Samui depuis 25 ans déjà. Voilà, donc t'es venu la première fois en 1990. 10. Pourquoi? Oh, le ras-le-bol de la France déjà à l'époque, de la vie là-bas. Voilà, je voulais suivre une autre catégorie, une autre qualité de vie, quoi. Je parlais pas un mot d'anglais, je connaissais rien du tout et je suis arrivé ici, il n'y avait pas d'électricité, pas de voiture. T'avais quel âge à l'époque? Là aujourd'hui j'avais j'avais à peine 20 ans. Aujourd'hui tu as 54. Ah oui, ça Je venais de finir de l'armée, j'ai fini l'armée en France et je suis arrivé ici, j'avais à peine 20 ans. D'accord, ok. Ah, juste après l'armée directement? Tout à fait. Mais tu n'étais pas retraité militaire? Non, j'ai fait 1 an de plus à l'armée. J'ai fait 1 an en tant que civil et après 1 an de plus et après je suis venu là. Ils t'ont envoyé sur le terrain ou pas, non? Ouais, ça c'est un passage, je ne veux pas trop en parler. C'était assez difficile. Tu peux nous dire juste le continent alors dans ce cas-là? Le continent où j'ai été à l'armée? Ouais, où ils t'ont envoyé, ouais. Oh non, c'est pareil, c'est assez difficile d'en parler de ça. Ah ouais, okay. C'est douloureux. Donc c'est pour ça que tu avais besoin de partir en Thaïlande alors? Pour tourner la page? Plutôt la vie de Français, de banlieusard qui n'est pas méchante, l'appellation banlieusard. Hein, mais t'es un banlieusard? Autour de Paris, j'étais dans l'Essonne, moi, 91. Ok. Tu dis que ça se passait mal, mais t'as pas été rapide à juger quand même? C'est jeune, 20 ans. Non, en fait, j'ai même pas réfléchi. J'avais même pas peur, rien. Je parlais pas un mot d'anglais, avec très peu de budget. Et voilà, je me suis lancé à l'aventure. J'ai rencontré la mère de mes enfants, qui est une grosse famille de Koh Samui. Ah bon, étape par étape, hein. C'était quoi l'étape? T'es venu en Thaïlande et t'es venu tout de suite à Koh Samui? Je suis venu tout de suite à Koh Samui. Il n'y avait pas d'avion, il y avait un seul bateau qui arrivait à Naton. Et le Chawen, il n'y avait pas de route encore. Il n'y avait pas d'aéroport? Il n'y avait pas d'aéroport, pas de route. Actuellement, nous nous trouvons en plein marais. C'était un marais complet ici avant. Ah ouais? Ils ont tout remballé. En dessous de nous, c'est des marais là. La route là derrière, tout ça, c'est des marais que vous voyez autour. Ok, c'est intéressant, ok, je savais pas. Donc Koh Samui a beaucoup évolué alors en 34 ans? À partir du moment où ils ont créé l'aéroport, ça a été très vite. Ça a été très vite l'évolution.
les routes, ainsi de suite, les infrastructures et malheureusement des grandes chaînes de restauration qui sont arrivées, tout ça quoi. Tu avais à peu près combien d'argent lorsque tu es venu en fait? À 20 ans En fait, à l'époque, j'étais venu exactement avec 5 000 francs français, ce qui représente 900 €. Et avec la mère de mes enfants, qui était de Koh Samui, j'ai une possibilité de créer des commerces pour pas grand-chose en fait. Attends, donc l'étape, hein, c'est que tu es venu avec 900 € et tu as rencontré ta femme combien de temps après? Je l'avais rencontré déjà en vacances, qui est une grosse famille de Lille. Ouais. Et grâce à ça, bon, bah, ça nous a énormément aidé au niveau des infrastructures, des constructions, de l'électricité, du téléphone, de tout ça, quoi. C'était ta femme ou ta copine? C'était ma femme. J'ai 2 garçons avec elle, 26 et 20 ans. Donc quand tu es venu, tu t'es marié tout de suite? J'étais pas marié avec elle, mais j'étais en concubinage 20 ans. Avec elle? Avec elle. Ok. Donc c'est une femme musulmane ou... Originaire, non. C'est ma deuxième femme, la musulmane. On y reviendra après. C'est ma femme, Boum, elle est originaire de Koh Samui, ce qui représente 3000 personnes pour une famille. Okay. C'est tout ce qui est jet ski, box tie, taxi, ça représente la même famille. C'est quoi? C'est une famille, on va dire, réputée, une famille... Réputée, c'est un petit mot. C'est une des plus grosses familles de Koh Samui. D'accord. Alors comment tu as fait pour intégrer quand même une famille, une grande famille? Alors ça, c'est mission impossible. Hein. Donc à l'époque, les parents de la mère de mes enfants avaient un hôtel. J'ai réussi à avoir une chambre chez eux parce que c'était plein et on a bien sympathisé. Boum, la mère de mes enfants est venue en France d'abord. En 1992. Ah, tu l'as ramenée en France alors? Elle est venue en France, oui. Et après, on a ouvert des commerces ici en 90. Et 2 ans après, elle est venue en France et on est restés ensemble. Voilà. Ouais, tu t'estimes chanceux quand même ou t'as pas eu trop d'efforts à fournir? Enfin, la manière dont tu le présentes là comme ça, t'as pas eu de beaucoup de trucs. Tu mets tout sur la chance. La chance d'avoir ce qu'on appelle la chance. Pour moi, c'est pas de la chance, c'est moi qui l'ai cherché. Parce que ça m'intéressait pas de rencontrer. J'étais passé par Phuket, ce que j'aimais pas il y a 30 ans. J'étais pas passé par la caisse d'épargne de bar, ainsi de suite. Donc c'est pour ça. C'est pas ton truc, ça. À la base, je savais que j'avais rencontré déjà quelqu'un de très important. C'est-à-dire que je ne serais pas embêté par la suite ici. Déjà, quand c'est des grosses familles, tu n'as aucun problème avec personne. Tu es plus mieux intégré parce que les gens de l'île ne se marient pas, ne fréquentent pas les touristes en fait. Les gens de l'île, ok, donc ils se mélangent pas? Non, c'est rare. Ça arrive, mais c'est rare. Ce que j'ai envie de savoir là, vraiment, c'est comment tu t'es fait accepter? Quand alors l'acceptation pour moi a été très vite parce que la personnalité que je suis, je ne pense pas qu'il y en a 2 comme moi en Thaïlande. J'ai été à tous les mariages, à tous les décès, à tous les renouvellements de construction de maisons, de commerces, d'hôtels, à des grosses familles de l'île. Donc j'ai été intégré très vite. Les combats de coqs, les combats de buffalo, tout ce domaine qui représente un nom qu'on ne va pas prononcer, mais que voilà, j'ai été intégré au commissariat, tout le monde me connaît, les hôpitaux, le maire, le gouverneur, tous ces gens-là me connaissent, m'apprécient énormément, me font le why quand on me voit par rapport à ça. Alors, tu peux expliquer ça? Pourquoi on te fait ça? Et qu'est-ce que ça signifie? C'est une grande marque de respect? Ça signifie beaucoup. Quand un touriste reçoit un why de personnalité très importante, c'est qu'il te considère pratiquement, ce qui est très difficile. Hein. Est-ce qu'on est considéré ou accepté vraiment par eux? Je ne pense pas. Mais moi, oui. Moi, oui. Déjà, je parle le thaï couramment et le thaï de l'île. Donc, de ce fait, quand je parle, je joue avec les mots avec eux. Donc, ils trouvent ça impressionnant déjà. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs nuances dans la langue, en fait. Dans la langue thaï, je vais vous donner un petit exemple concret. Je vais vous dire en thaï de Bangkok, Bai Nai Kap. Et à Koh Samui, c'est Bai Noi, Tam Noi, Yo Noi, mais c'est un peu la langue thaï. Oui, tout le monde est choqué que je sors des mots proprement dit de la langue thaï et les personnes sont passées. Tu parles bien. Alors, je vais te laisser 10 secondes, juste 10 secondes. Tu nous fais une présentation en thaï. Comme tu as l'habitude de le faire. Comme tu as l'habitude. ทุกคนนะครับผมชื่อฟานันโดนะครับอยู่ที่เกาะสมุย32 ปีนะครับ34แล้วนะครับผมพูด8 ภาษานะครับฝรั่งเศสโปรตุเกสอังกฤษอาหรับthaï, Jalaman. Alors tu viens de dire que tu parles combien de langues? Je parle 8 langues, j'étais en train de dire en thaï. Je parle le français, le portugais, l'espagnol, l'italien, pas mal, même presque couramment, l'allemand peu, l'arabe courant. Ah bon, le tu parles arabe? Prouve-nous. Ah, l'arabe, pas de problème. أنا نعرف العربية السلام عليكم حبيبي. أنا portugais. أنا نعرف العربية ما عنديش مشكلة. في باريس. T'es portugais et tu parles arabe. Alors est-ce que t'es français de souche ou est-ce que t'as des origines? En fait, je dis toujours je suis fier d'être portugais, mais à la base, je remercierai jamais autant la France. J'ai les papiers français, je suis français, bien sûr. Mais je peux revendiquer mes origines aussi. Mais la France, je l'adore plus que tout au monde, bien sûr, bien sûr. On doit aussi le fait de voyager grâce aussi à la France, parce que voilà, ça, le passeport français. Tout à fait. Ça, c'est très bien. Mais moi, quand même, je trouve ça respectable parce que je sais, par expérience
expérience que c'est pas facile d'intégrer des grandes familles thaïlandaises. C'est impossible. Et il faut que tu apportes quelque chose sur la table. Qu'est-ce que tu as apporté, toi? Non, en fait, moi, j'ai apporté ma présence, parce que personne n'a fait ça. Vous pouvez demander à n'importe quel touriste qui vit en Thaïlande, est-ce qu'il va au temple à 5-6 heures du matin pour les décès des gens importants, pour laver la vaisselle, servir les gens dans les temples? Jamais personne n'a fait ça de leur vie. Moi, je l'ai fait pendant 15 ans. Ouais. Après 12, 15, 16 heures de travail à mon bar, restaurant, hôtel, j'allais automatiquement aider les gens au temple. Et quand il y a des renouvellements d'hôtels ou des constructions de nouvelles maisons ou de commerce ou de business, j'y étais tout le temps. Ma présence était tout le temps là pendant En fait, 15 ils ans. te voyaient souvent, quoi. C'est ça, en fait. J'étais partout, en fait. Ok. J'étais partout. Ok. Et le téléphone a apparu depuis 10-15 ans, mais avant ça, il n'y avait pas de traducteur. Donc j'étais traducteur bénévole au commissariat, dans les hôpitaux, dans les mairies, le gouverneur de l'île, le maire, toutes les personnalités de Koh Samui ont fait appel déjà au moins quelques fois, moi. Ah, c'est très bien. Et du coup, comment tu as passé le level supérieur? Quand tu acceptes à rentrer dans une famille et épouser, te donner une fille? Non, alors concubinage ou mariage, c'était? C'est très difficile. C'était concubinage ou mariage à ce moment-là? En fait, ça peut ressembler un peu comme nos parents il y a très longtemps, pour pas dire la religion musulmane que j'aime et que je respecte, c'est-à-dire vous vous mariez avant quoi que ce soit, on se marie d'abord. Ouais. C'était comme ça. Mais la mère de mes enfants, j'ai eu la chance d'être accepté dans leur famille, mais notre relation était cachée. Après, on a concrétisé ça et tout le monde m'a accepté, même hors mariage. Et vous êtes restés 20 ans ensemble? Plus de 20 ans, oui. D'accord. On est en très bon terme encore là. Il vient d'arriver à Koh Samui avec mes enfants. Je lui ai passé de moto, elle m'a donné les clés de ci, de ça, de sa voiture. On est en très bon terme. D'accord. Aujourd'hui, tu as 2 enfants alors? J'ai 2 garçons de 26 ans et de 20 ans avec Boom. D'accord. Et là, je me suis marié il y a 9 ans en arrière avec une musulmane du sud de la Thaïlande. Et j'ai 2 filles, 5 ans et 3 ans, Maria et Elisa. D'accord. On les salue alors. Alors, tu t'es marié avec une famille, on va dire avec une femme musulmane. Comment ça s'est La passé? deuxième femme. Alors la deuxième femme, c'est très difficile. Les femmes musulmanes, il faut que vous sachiez que c'est un très grand respect au niveau de ça. Et j'adore, mes filles sont élevées dans la religion musulmane que je respecte énormément parce que elles sont élevées dans un autre monde que la Thaïlande. Pas de bar, pas de discothèque, pas de tatouage, pas de sortie, pas de ne serait-ce de fréquentation d'une personne masculine. Donc c'est ce côté-là que j'adore et que je respecte. C'est quoi? C'est l'aspect, c'est la pudeur, c'est le La respect? pudeur, l'aspect, on va dire que beaucoup de gens peuvent critiquer, que moi j'adore et je respecte énormément, c'est les musulmans du sud de la Thaïlande. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de musique chez eux, il n'y a pas de bar, il n'y a pas de choses. Après, les gens, ils aiment ou ils n'aiment pas. Moi, j'adore ça. C'est propre, c'est clean, c'est les gens sont... Ça n'a rien à voir avec la Thaïlande, en fait. La Thaïlande, vous pouvez vous amuser, vous pouvez sortir, et dans la... où mes enfants vivent, non, ce n'est pas ça du tout. Et ça fait une purge un peu. Ouais, c'est familial aussi, c'est des coins, c'est assez C'est familial. très famille. Les musulmans sont très famille, très respectueux. Dans l'extrême sud de la Thaïlande, Narathiwat, Yalla, Patani. Ouais, mais il y a aussi des musulmans à Chiang Mai, à Bangkok. Tout à fait, il y a des musulmans à travers la Thaïlande, partout. Ouais. Donc je me suis marié avec elle, dans les rites de la religion, j'ai dû me convertir, mais moi je n'étais pas dans la religion, parce que je n'aime pas ça les religions, c'est-à-dire je ne priais pas. À la base je n'ai jamais vraiment mangé de porc, moi j'en mange, mais rarement. Je ne suis pas tatoué, je ne bois pas d'alcool, donc c'est les 3 bases qui font que tu es accepté si tu veux marier une musulmane, quoi. Ouais. Et tu t'es fait accepter facilement? Très facilement. Parce que je suis un peu un caméléon, c'est-à-dire quand j'arrivais chez eux, je m'habille en djellaba, je suis jamais en short, je me promène pas torse nu, j'ai respecté énormément de choses qui font qu'ils m'ont accepté très facilement. Ouais, Ashley, vous étiez amoureux quand même, ça? Oui, c'est pas un amour, c'est plus que ça. La mère de mes enfants, j'ai jamais éprouvé ce que j'ai éprouvé pour elle, pour qui que ce soit. Non. Et là, je me suis séparé il y a pas longtemps, mais ça venait de moi. J'ai voulu la laisser un peu de liberté, alors qu'elle est repartie pire avec moi, elle était libre. Et de prier ou pas prier, de faire ce qu'elle veut. Là, elle s'est remariée avec un musulman, elle est repartie dans sa religion, quoi. Entendu. Et ensuite, en fait, tu parles de musulmans de Thaïlande, mais en fait, tu parles aussi du côté sulfureux de Thaïlande. Alors, ce que j'aimerais savoir, donc toi, tu as un attrait particulier à l'islam parce que tu es révulsé par tout ce qui est sulfureux en Thaïlande? Oui et non. Les bars, tout ça, ça t'intéresse Oui et non, pas, toi? en fait, moi, attention, allais dans les bars et tout, j'y allais pas beaucoup parce que je buvais pas, mais j'y allais, oui, aller en discothèque. Tu bois pas du tout? Tout ça, oui, c'est pas un interdit. J'ai aimé la mère de mes enfants et comment ils sont élevés, parce que la religion musulmane est vachement saine par rapport à la religion bouddhiste ou autre. Mais sinon, moi, je suis ouvert à tout, je sors, pas de problème. Et tu bois ou pas?
Hein? Tu bois ou pas? Non, personne ne me croit, mais j'ai jamais bu d'alcool de ma vie à mon bar. Ah ouais? De temps en temps, je prends une bière en discothèque, de temps en temps, et je bois du champagne le jour de l'an, mais ça fait peut-être 10 ans que j'ai pas bu de champagne le jour de l'an. Je ne bois pas dans mon bar. Mon bar, 34 ans j'avais, là je l'ai plus, je n'ai jamais trempé mes lèvres dans l'alcool. T'avais un bar? Oui. Attends, c'est ton premier business ici en Thaïlande? Oui, le premier, et à cause du Covid, malheureusement, j'ai tout perdu et je suis reparti à zéro, quoi. Alors combien? 34 ans? 1990, j'ai ouvert le bar. Vous pouvez toujours voir les références sur Google, le Martin Bar, pour ceux qui connaissent pas. Martin Bar. D'accord, ok. Pourquoi ce nom? Martin Bar. Alors, le Martin Bar, il faut que vous sachiez que ma mère m'avait envoyé un livre il y a 30 ans en arrière avec les prénoms les plus utilisés dans le monde. Ouais. Et il y a 30 ans, c'était pas Mohamed ou Jésus ou Fernando, c'était Martin, qui était un des premiers. Okay. Tout à fait, ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit, c'était Martin. Voilà. Alors, j'aimerais bien savoir maintenant, il y a beaucoup de personnes qui rêvent de venir s'installer en Thaïlande. Alors, la première préoccupation, c'est le visa. Mais une fois qu'on a réglé le souci du visa, on se dit maintenant, ok, c'est bien gentil d'être en Thaïlande, mais comment je veux gagner ma vie, tu vois? Donc, beaucoup s'improvisent restaurateurs, beaucoup ouvrent un bar, etc. Est-ce que toi, tu as ouvert un bar comme ça, tu t'es improvisé barman, ou est-ce que tu avais de l'expérience? Du tout. En fait, à la base, on va dire que c'est un bar, mais on va dire plutôt c'était un abbé Pierre de Koh Samui, mon bar. C'est-à-dire que toutes les ambassades à travers le monde m'ont contacté en cas de problème, donc je faisais tout ce qui était événement sportif et en aucun cas je n'ai travaillé qu'avec des Français. C'est-à-dire que mon établissement à moi, contrairement à tous les Français de Koh Samui, ne parle pas l'anglais, très peu. Moi, je le parle bien et je parlais avec toutes les nationalités du monde. Donc, j'avais des références mondiales de cricket, de tennis, de Formule 1, de moto, de championnat anglais, allemand, espagnol, italien. J'avais du rugby australien, j'avais un peu tout. Et grâce à ça, j'ai une renommée d'avoir tous les sports possibles à mon bar. Même le dimanche, avec l'UFC heure taille 8h du matin, j'étais ouvert aussi. Ça m'arrivait d'ouvrir 20 heures par jour. Est-ce que tu évites la communauté francophone en fait, ou comment ça se passe? Oui et non, c'est pas que je les évite, c'est que à la fin, quand j'avais encore mon bar, on n'en avait plus trop besoin. C'est-à-dire chacun faisait ses petites affaires à droite à gauche, alors qu'on aurait pu être solidaires et tous travailler ensemble. Ça aurait été beaucoup plus magnifique. Mais chacun choisit sa route, on va dire actuellement. Donc c'est un peu dommage. C'est un problème le fait que les Français ne parlent pas bien anglais et que certains, enfin beaucoup même, un grand pourcentage ne parlent pas du tout thaï. Alors, toi, tu as tout à fait raison. Mais déjà, il faut que vous sachiez que pour moi, c'est personnel ce que je vais vous dire, il ne faut pas généraliser. C'est-à-dire que les Français ne font pas beaucoup d'efforts, peut-être, on va dire. Moi, je n'ai pas été à l'école, je parle 8 langues, dont le thaï couramment. Après, je parle le gitan, je parle le forain, je parle le ch'ti de France. Là, on peut continuer, je parle un peu le créole. T'as de la famille, non? Non, pas du tout. J'ai travaillé et traîné avec les ch'tis en France. Tu peux parler, j'ai fait mon armée dans le Nord. Tu peux parler un peu comment on dit, le manouche, c'est quoi? Ah bah alors mon museau, là, handicap, carrément la Gavelli, elle est carrément morte, hein, mon museau. Il y a tous mes cousins là de toute la France qui viennent. Non, ça c'est un gros mot, on va pas y arriver là. Pardon, il y a tous mes cousins qui viennent en janvier, en février et en mars les museaux. Ils viennent là, tiens, en janvier vous étiez 180 au Gréméco, vous avez battu le record. 24 000 € vous avez dépensé. Vous avez pris 35 bouteilles de d'élite. Ils rigolent pas les voyageurs quand ils viennent là. Ils viennent voir leur petit cousin Fernando là. Ouais. Alors, est-ce que tu peux faire le ch'ti? Ah, j'ai travaillé dans un schnorr là, mais en 1986 j'ai fait mon armée là-bas là. Donc je parlais le ch'ti, ça fait un brin que j'ai pas parlé le ch'ti là. Oh putain, magnifique. Ouais, tu gères, hein? Franchement, tu gères. Ciao, buonasera, che parli italiano ragazzi, io parlo 8 lingue. Se voi potete parlare l'italiano, anche hablo spagnolo un poquito, io hablo non perfettamente, però hablo un poquito di spagnolo. Alors, est-ce que quoi, c'est un problème le fait de ne pas parler l'anglais ou pas pour le français? Oui, je pense que la base ici, quand vous venez vous installer, faites des efforts à le pratiquer et n'hésitez pas, ne serait-ce que moi, je suis arrivé ici, je ne parlais pas l'anglais, à pratiquer avec vos mains, avec les gestes, de redemander sans arrêt ce que les gens disent. Et là, ça va rentrer beaucoup plus vite que si vous prenez une application ou des livres ou ainsi de suite. Moi, je pense que le débrouillage est beaucoup plus accessible d'apprendre des langues. Ouais. Enfin, pour moi. Hein. Parfois aussi, je remarque que, tu sais, par politesse, normalement, quand on a un étranger, un anglais ou un allemand, on change, on parle en anglais. Mais les Français, en fait, on ne fait pas d'efforts. Non, on parle français non. Je le vois par rapport à mon commerce et je le vois à 80% des Français qui sont venus installer là, je les connais de vue ou de près ou de loin et ils ne parlent pas l'anglais. Donc ça doit être très difficile pour eux, surtout de ne pas parler le thaï. Ouais. Quand tu parles le thaï, ça améliore énormément de choses. Et moi, je parle le thaï de l'île, donc les gens sont carrément choqués. Et ils voient les tarifs, quand je donne le nom de la mère de mes enfants, c'est une grosse famille de l'île. Donc les gens, ils aiment que tu t'adaptes et que tu rentres dans leur système, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire? Tu es rentré dans une famille
ok, taille. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire? Chose qui pourrait te faire éjecter de la famille. Ça c'est faux, c'est même dangereux même. Il a raison de Sabri de parler de ça. Quand vous êtes dans une île à travers le monde ou dans des endroits comme ça, il faut pas oublier qu'il y a un grand mot de 5 lettres que je vais pas prononcer et que les gens doivent savoir que c'est existant quand même. C'est-à-dire qu'il faut respecter énormément. 5 lettres. 5 lettres. M-A-F-I-A. Ah, ok. Voilà, ok. on va peut-être pas le prononcer ou on peut le prononcer. Donc qu'on le veuille ou pas, c'est quand même dans les mœurs ici. Il faut respecter énormément et surtout pas s'engueuler ou avoir des problèmes avec des gens de l'île. Les régler tout en finesse et en gentiment. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire? En fait, ma question c'était, imagine, un jour tu commets une connerie où on se dit, tiens, celui-ci on ne le veut plus dans la famille. C'est ce que je viens de te dire entre deux guillemets, mais je vais l'approfondir si tu veux. Il faut surtout pas manquer de respect. Il faut surtout pas les valeurs très importantes, c'est le roi déjà. Ça, même que les gens l'aiment ou l'aiment pas, il faut faire très attention aux valeurs du roi et de la famille. Et moi, je suis d'une personne, entre guillemets, pas feignante et très serviable. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'arrivais chez mes beaux-parents à Koh Samui, ou mes beaux-parents musulmans, je bricolais, je faisais les ventilos, la lumière, tout ce qui était robinet, tout ce qui était tout ça. J'étais très bricoleur et aidé. Donc ça, ils l'ont apprécié énormément et ils m'ont, en fait, ma famille taille, ils avaient 7 voitures à l'époque, ils en ont 5 ou 6. J'ai les clés de toutes les voitures. Je peux aller les chercher quand je veux. En France, ma propre famille, mon propre père, mes propres sœurs et frères ne me prêtent pas leur voiture. Mais en Thaïlande, oui. Là, ma famille, j'ai accès à leur voiture, à leur maison. Si j'ai un problème important un jour, bien sûr, qu'on veut me faire du mal, ou me racketter, enfin, racketter, c'est un grand mot, m'embêter, ma famille thaï est toujours là. Toujours là. Là, après le Covid, j'ai tout perdu et je suis de retour en Thaïlande. J'ai été énormément... Est-ce qu'ils n'auraient pas pu te soutenir, ta famille? Parce que c'est une grande famille quand même. Au lieu de tout perdre, est-ce qu'ils n'auraient pas pu injecter un peu de budget? Alors déjà, il faut que vous sachiez qu'après le Covid, quand j'ai tout perdu, énormément de gens m'ont aidé. Je ne pouvais pas continuer à vivre que par l'aide des gens. Donc je suis rentré en France 2 ans, ce qui était un passage horrible pour moi, mais que je remercie quand même la France énormément parce qu'ils m'ont aidé. De quel coin? De 2021 à 2023, je sais pas, c'est 2 ans en France. Ouais, mais où? Quel coin? J'étais 6 mois en banlieue parisienne et près d'1 an et demi à Rognac exactement, sur Marseille. Et là, c'était magnifique. J'étais dans un paradis là-bas. D'accord, ok. Mais j'avais pas l'impression d'avancer. Je gagnais pas beaucoup. Je travaillais comme un forza. Tout est cher. Donc, je suis revenu au mois de juillet l'année dernière. Et ma famille thaï de ma première femme, c'est eux qui m'ont donné un logement. C'est eux qui m'ont aidé financièrement pour redémarrer tout ça il y a quelques mois. Alors, j'ai une expression en thaï est-ce que ça te parle ou pas? Pharang Kinok. Est-ce que alors, ça te Pharang Kinok, j'adore parce que toi, tu le donnes. Pas le Pharang Kinyao. Kinyo ou Kinok. Là, Kinok, là, je te parle. Kinyo et Kinok, c'est une manière pas méchante et rigolante de dire qu'on a des pinces dans les mains où on dépense pas, où on donne pas de pourboire. Mais il faut savoir que les Thaïs ont toujours connu les touristes à donner des pourboires, des machins, des trucs. Quand tu donnes plus, après, ils sont un peu surpris. Mais il faut pas donner non plus n'importe qui, n'importe comment et des sommes. Il faut toujours laisser un peu quand même. C'est spécifique aux Français, ça, de faire les radins? Oui et non. Moi, je vais dire par rapport à mon bar, j'avais de tout. Moi, j'avais une espèce de... C'est pas une règle, j'avais une espèce de... En fait, 90% de mes amis, à la fin de leur séjour, ils ont toujours laissé une grosse enveloppe à mes employés. Toujours. Là, ça se fait plus depuis 10-15 ans. Pendant 15-20 ans, j'avais la 90% de mes amis et de mes clients qui venaient dépenser et laissaient du pourboire régulièrement. À la fin de leur séjour, ils laissaient toujours une petite enveloppe à mon bar pour mes employés et une petite enveloppe s'ils logeaient dans les maisons de ma famille thaï. Ok. Donc, nous avons Pharang Kinyao, qui veut dire radin. Et nous avons Pharang Kinok. Et ça s'appelle en anglais, ça se traduit par Chip Pharang. Oui, en fait, c'est les mecs un peu d'une classe sociale un peu... Mais bon, il faut savoir que, attention, moi j'ai connu ça aussi. Là, maintenant que j'ai plus de commerce, je le vois moins, mais là je travaille à la boxe, je fais plusieurs choses, je vois que les gens sont devenus... radin, c'est peut-être pas le mot. Je reviens de France, j'ai passé 2 ans, je comprends maintenant les gens. Il ne faut pas dire radin. La vie est devenue très difficile en Europe, partout, même en France. L'argent, ça a de la valeur. Pour le gagner, c'est très difficile. Donc, je ne peux plus dire les gens sont devenus radins. Les gens font plus attention, on va dire. Mais n'oubliez pas de laisser des petites pièces à droite et à gauche. Il ne faut pas oublier que 20 bahts, ça reste 50 centimes d'euros. Ça c'est important quand même, ça c'est important à préciser. Oui. 20 bahts, ça contente un chauffeur de taxi, un chauffeur de... Tout à fait. Il y a le sourire qui va avec, boire ou 100. 100 bahts, c'est 3 euros, mais 1000 bahts, figurez-vous que 1000 bahts, beaucoup de gens disent beaucoup à l'époque. 90% de mes amis laissaient des 2, 3, 4, 5, 6 000 bahts. Même actuellement, comme je n'ai plus de commerce et je n'ai plus de revenus réguliers, 90% de mes gens qui partent
Avant qu'ils partent, ils refont ça comme avant. Ils me laissent une petite enveloppe, en général des 50 euros, des 100 euros, des 2-3 000 bahts, ce qui est très appréciable. Ouais. Le milieu de la nuit, c'est quand même... Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie? Alors moi, personnellement, malgré que je ne buvais pas et je n'ai jamais touché aucune drogue, ça m'arrive de fumer de temps en temps, Marlboro. C'est un bar ou c'est un bar avec des filles? Moi c'était un bar sans filles, un bar à sport. Mais j'étais ouvert tard quand même. Et ça m'arrivait pratiquement tous les soirs après le travail d'aller boire un verre avec mes clients. C'était un suivi que je faisais. Donc le domaine du soir, je le connais énormément aussi. Je le connais énormément. Donc tu rentrais tous les soirs à vers 6 h du matin? Ouais, moi souvent c'était 6-7 h du matin, oui. Et je me levais tôt après pour m'occuper de mon hôtel et tout, oui. Pendant plusieurs années comme ça, mais ça tu le payes de ta santé ou pas? Oui et non. Ma santé, je sens, c'est parce que je devrais arrêter de fumer, je continue à fumer malheureusement. Mais comme je n'ai pas bu d'alcool, et malgré que je dormais pas beaucoup énormément, la santé ça va encore, ça va encore. Je suis passé à côté des drogues dures, je suis passé à côté de l'alcool, je n'ai jamais touché ça, donc c'est une chance inouïe. J'ai encore une bonne tête appréciable. La plupart des gens ici, on va dire, ils sont fatigués avec l'alcool aussi. L'alcool est très facile ici. Je pense que c'est dangereux l'alcool ici. Ouais. Il n'y a pas que l'alcool qui est dangereux. Est-ce qu'il y a des choses pour toi? Imagine demain ta mère qui veut venir s'installer ici en Thaïlande. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Les choses à absolument éviter. Alors la première chose d'ici, je pense, c'est arriver à faire très attention à ce que vous faites dans vos dépenses. Pas se lancer. Ouvrir quelque chose, c'est très facile. Après, c'est rester ouvert. Parce qu'en Thaïlande, vous êtes ouvert 7 jours sur 7. 10-12 heures par jour suivant votre commerce. Et vous devez subir le caractère de tous les pays du monde, pas que les Français. Les Français, c'est des perles des fois par rapport à d'autres nationalités. Vous avez les Français, ce qui est racaille, il n'y a rien de mal, j'en reviens de banlieue aussi, mais tout le monde se comporte, mais il ne faut pas généraliser. Mais c'est pas les pires les Français, tu vois. Non, c'est vrai que c'est pas les pires. Souvent on pointe du doigt les banlieusards qui viennent ici, c'est vrai? Non, c'est pas les pires. Ils ne respectent pas, etc., c'est vrai. Okay? Pas avec moi, normalement, pas avec moi. Voilà, ils m'adoraient, moi je connaissais leur grand frère, leur père, je parle arabe, tu vois que j'ai des caractères et des signes de banlieusard, donc à partir de ce moment-là, ils me respectaient et m'adoraient aussi, parce qu'ils savaient très bien que le moindre problème, ils m'auraient appelé. Est-ce que tu as entendu ce qui se passait un petit peu à Phuket? Oui, je vois. Bon. Oui. Et il se passe la même chose un peu à Marrakech, et ça déplaît évidemment aux locaux. Et à Dubaï, Dubaï c'est plus dur les lois. Voilà, les lois, jouent moins avec Dubaï. Mais en fait, à Koh Samui, sachez que la police est très gentille. J'ai déjà aidé des jeunes qui ont fait des roues arrière, qui ont fait des délits de fuite. Et la police, grâce à moi, entre guillemets, ils n'ont pas été en prison. Mais en Thaïlande, tu peux aller en prison. Pour une roue arrière, pour un délit, s'il n'y a pas quelqu'un qui t'aide, si tu peux pas t'arranger avec la police pour parler poliment, tu peux aller en prison en Thaïlande. Ah ouais, carrément? Oui. Pour des roues arrière, tu peux aller en prison, oui. Pour une roue arrière? Oui, parce qu'il y a des caméras partout et chaque moto qui est allouée, même les miennes, vous avez un numéro de téléphone dessus. Ouais. Donc ils peuvent tout de suite contacter le mec de location, savoir à l'hôtel où vous êtes, d'où vous venez, de quelle nationalité. Mais il n'y a pas que les Français, faut pas croire. Il n'y a pas longtemps, il y avait des petits jeunes Danois, ils se sont fait attraper en train de faire des roues arrière, des Allemands. Ouais. Voilà, après, il y a un peu de tout, quoi. Ouais. À Koh Samui, franchement, ça va. Faut pas comparer Phuket, Koh Samui. Même s'il y a des banlieusards ou des Français qui donnent une mauvaise image, ça sera vraiment minime. Il y a des Allemands, il y a des Suisses, il y a des Américains, des Australiens, il y a des Anglais, des Australiens, des Américains. Il y a de tout. Ouais. Voilà, bon, moi ça s'est dit parce que c'est vrai que souvent on pointe quand même les Français ou parfois. Ouais, mais je pense qu'il y a ce phénomène qui est en France que les gens veulent généraliser aussi. Quand ils voient un petit jeune agressé, ils vont dire tout de suite c'est un banlieusard sans citer de nationalité. C'est pas vrai, ça peut venir de toutes les souches, ça peut venir de tous les pays, immigrés, pas immigrés. Ouais. Alors quelles sont les tendances là actuellement? Parce que je vois beaucoup à Koh Samui. Il y a beaucoup de nouvelles nationalités qui viennent ici. Alors, vous avez les dernières nationalités depuis, on va dire que le Covid est passé. Il y a un petit peu avant le Covid, vous avez une grande majorité d'hindous. Il y en a très peu à Koh Samui. Ils sont en grand nombre à Bangkok, Pattaya, Phuket. Koh Samui, ils viennent pour la full moon. Quand vous voyez la full moon arriver, vous avez des tonnes d'hindous venir de partout. Les Russes sont déjà là depuis pas mal d'années, il y en a moins. Et là, vous avez énormément de pays émergents qu'on ne s'attendrait même pas. D'Afrique, d'Amérique du Sud, des Colombiens, d'Afrique du Sud, du Congo, du Niger, pour faire beaucoup. Il y a énormément de business qui se met en place avec l'Afrique actuellement. Et la Thaïlande. C'est très bien ça, c'est une bonne Bangkok, chose. Oui. Ah, Bangkok, ok. Je parlais plus de Samui. Ouais. Ah, Samui, je ne vois pas tellement de communauté africaine encore. Non, pas encore. Non, pas beaucoup. Mais il y a. Okay. Russe, oui, elle est là. La communauté russe, elle est là. La communauté israélienne, elle est là depuis longtemps. La communauté hindoue, elle est, on va dire, résident. Mais des hindous d'Inde qui viennent s'installer des nouveaux, il n'y en a pratiquement pas parce qu'il y a déjà des hindous qui vivent là. D'accord, ok.
Est-ce que tu vois d'autres destinations se développer? Parce que j'ai l'impression qu'ici, ça commence à être saturé déjà, Koh Samui, non? Moi, je pense que c'est déjà saturé pas mal, mais bon, quand vous voyez les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes, c'est pas saturé, on pense que c'est saturé. Mais quand vous voyez les chiffres de Bangkok Airways, les billets à 150 €, les hôtels chers, et ils sont souvent pleins, les hôtels chers et les avions, on va dire, ils veulent enlever les petits budgets, et ils ont tort. Ils ont totalement tort, parce que moi, les petits budgets, ils dépensaient beaucoup plus que les gros budgets chez moi, quoi. Ah ouais? Ah oui, les petits budgets ou tout ce qu'on parle, qu'on peut parler de banlieusards ou ainsi de suite, bah chez moi, ils dépensaient, ils mangeaient 2-3 sandwichs, 2-3 mousses au chocolat, ils prenaient une bouteille, ils étaient respectueux, gentils, ils cassent, ils payaient. Ouais. Moi, pour moi, toujours été nickel ici. Hein. J'ai toujours été un petit peu nerveux aussi et je laissais très peu de marge. Quand quelqu'un me parlait mal, quelqu'un faisait quelque chose de mal, c'est impossible que je passais à côté. Je le remettais en place tout de suite. Donc c'est peut-être pour ça que ma réputation a fait que les gens ils m'aimaient bien en général. Ouais. Et tu t'es pas dit, tiens, je vais ouvrir un restaurant, un truc pour travailler? Là, depuis que je suis revenu. Bah, je sais pas, tu vois, tu avais un bar, mais tu sais... J'avais un bar-restaurant en fait. Bar, restaurant, agence de voyage, ouvert en journée massage, aussi? 30 maisons, 30 motos, agence immobilière. Mais... En fait, moi, avant, j'avais tout ce que tu pouvais faire dans ton pas qu'un bar alors? T'avais pas qu'un bar, Ah, j'avais tout. T'étais une sorte de, on va dire, comment on appelle ça? Multiservice. Multiservice. Voilà. Ça. Toujours là, j'ai plus de commerce. D'où l'aide de Sabri, bien sûr. Vous vous êtes rendu compte puisque vous le suivez. S'il ne serait pas là, vous serez beaucoup moins éclairé sur la Thaïlande. Beaucoup moins éclairé. Est-ce que tu as déjà vu des gens passer dans mes interviews, mes vidéos? Et j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Ah ça, je ne vais même pas le donner, l'avis. Non, tu es obligé. Parce que je trouve ça un peu, comment dirais-je... par contre, j'adore ta manière d'interviewer. Tu interviews tout. Un riche, un pauvre, un petit, un jeune, divorcé, pas divorcé, un noir, un arabe, enfin un noir, quelqu'un, n'importe quelle nationalité. N'importe. Ça, j'adore. Alors, j'aimerais savoir un peu ce que tu en penses. Est-ce que, je te demande, parce que toi, bon, ça fait 34 ans que tu es ici. Ouais. Est-ce qu'il y en a parfois qui s'inventent des vies ou pas dans mes vidéos? Parce que moi, je laisse alors, si tu veux que je te donne mon avis, pour moi, 85, 90, 98, 99% des vidéos que tu fais avec des gens, tu as 2 choses sur 3 qui sont fausses. T'as quoi? 2 choses sur 3 ou 4 sur 5 qui sont fausses et qui ne correspondent pas à ce qu'ils disent à la Thaïlande. Pour moi. Parce que toi, tu les connais, ces personnes-là aussi? Je connais pas tout, mais une grande majorité, oui. Quand beaucoup de gens parlent d'arnaque, de machin et tout, qu'est-ce que vous leur avez fait avant? Moi, un Thaï m'a jamais arnaqué de ma vie. Demandez à Sabri, il vient d'ici depuis des années. Je sais pas s'il a fait des business ou pas avec les Thaïs, peut-être pas. Mais les Thaïs, tant que tu leur fais pas de mal, tant que tu les embrouilles pas, moi, j'ai jamais eu de problème avec eux. Après, beaucoup de gens parlent des filles de bar, de machin et trucs. Qu'est-ce que vous leur avez fait avant? Quand une fille se venge sur vous, ou elle s'engueule, vous savez un bien, vous l'avez pris, qu'est-ce que vous leur avez fait avant? Je n'ai jamais connu une Thaïlandaise de ma vie qui a fait du mal à quelqu'un sans que quelqu'un lui en a fait avant. Jamais de ma vie. Ouais. En fait, il faudrait avoir les versions des autres. Il faudrait avoir les versions des deux. Quand vous avez un conflit quelconque, quand vous avez un interview de quelqu'un, quand cette personne parle d'une personne précise ou d'un peuple précis, il faut automatiquement qu'il y ait un débat derrière ou avoir la personne en face, ce qui est logique. Ouais, maintenant, arnaquer, vol, tout ça, j'ai jamais vu ça. Par rapport au comportement des gens, oui. Ouais. Quelqu'un qui vient en Thaïlande, il marie une Thaïlandaise et il n'arrête pas son domaine. Une fois que tu es marié, tu as une femme, des enfants, ainsi de suite. Il n'arrête pas son domaine, on va dire, de sortir avec les potes, l'alcool, peut-être les drogues ou pas. Le comportement, rentrer bourré le soir, perdre les clés, faire du bruit, casser tout. Moi, ça m'est jamais arrivé de ma vie, ça. J'ai jamais perdu des clés de ma vie. Jamais je me suis embrouillé au point d'en venir aux mains avec les mères de mes enfants ou mes fiancés. Jamais de ma vie. Ouais. Donc voilà. On t'a déjà demandé d'acheter une maison ou pas? Mais... Est-ce que... Mes partenaires? Non, est-ce que tu es déjà tombé amoureux d'une femme qui t'a demandé de lui acheter une maison? Non. Bah, vous savez, vous parlez de ça, j'ai eu beaucoup de chance. Les 2 femmes que j'ai mariées, que j'ai eu des enfants, boum, elle est plus riche que moi, elle a des terrains, elle a des maisons, elle a tout ici. Ouais. Elle a actuellement 80 rails de Tourienne. Je ne sais pas si vous savez ce que ça représente, 80 rails, 1600 mètres carrés fois 80. Donc ça représente des grosses sommes d'argent, les gros fruits. La deuxième mère de mes enfants, ses parents sont un peu aisés, c'est des Malaisiens thaïs, musulmans. Donc voilà, j'ai eu la chance de ne pas connaître ce domaine-là, de voir. Mais si, j'aurais eu une femme qui aurait eu dans le besoin, bien sûr, avec plaisir. Tu lui aurais acheté la maison? Avec plaisir même. Okay. Parce que tout le monde pense de dire c'est une arnaque, ouais, non, elle le mérite, elle vit avec toi, elle te donne du bien-être, elle s'occupe de toi, elle donne des enfants. C'est pas ça, c'est plus sur l'aspect administratif, ou si tu mets le nom de la maison sur la femme, tu vois. Alors attention, moi, vous pouvez pas me comparer à n'importe qui en Thaïlande. La mère de mes enfants, Boum et moi, nous sommes propriétaires d'un commerce dans le centre-ville à Chawen qui a coûté 300 et quelques mille euros il y a plus de 20 ans. Nous avons acheté les murs, ils sont au nom de mon ex-femme. Elle m'a jamais rien demandé, jamais embêté. C'est à son nom directement à elle. Il n'y a même pas mon nom dessus. Moi, je lui ai fait confiance et on l'a acheté ensemble.
C'était pas que mes sous à moi. Si c'était que mes sous à moi, oui, faites une société, le mettez pas au nom d'une taille. C'est comme si vous arrivez en France, vous prenez une fille dans la rue et vous le mettez à son nom, c'est pareil. Ouais. Donc faut être prudent, prudent. Ouais. Et t'as réussi à récupérer ou pas? Non, puisque je ne cherche pas du tout à récupérer, c'est pour mes enfants. Il n'y a rien à récupérer, moi j'ai rien besoin, c'est pour eux. Ouais. Par la suite. À un certain stade, Ils ont quelques terrains, quelques maisons que la mère de mes enfants a et qu'on a construit, qu'on a eu nous-mêmes, et c'est pour mes enfants par la suite. Il est hors de question, malgré qu'après le Covid j'avais plus rien, que j'allais vendre un commerce ou deux pour me refaire. Tes enfants sont français aussi ou pas? Hein? Ils ont la double nationalité ou pas? Mes enfants, ils ont la double nationalité. À partir du moment où mes enfants sont nés, je n'ai pas fait comme 80% des Français, ou 50%, un peu le pourcentage, qui ne les déclarent pas à l'ambassade. Moi, je les ai déclarés tout de suite. Ils ont les 2 passeports. Mes enfants, mes 4 enfants, mon fils Vito, 26 ans, Nievo, 20 ans, Maria, 6 ans, Elisa, 3 ans, ils ont tous la nationalité française, passeport et taille et la carte consulaire. Ils sont immatriculés à l'ambassade. D'accord, ils font quoi la plupart des autres? Alors, mes 2 grands garçons, ils travaillent avec leur mère beaucoup. Non, je veux dire les autres personnes qui ont des enfants. Ils font quoi? Ils ne déclarent pas leurs enfants à l'ambassade en général? Tu sais qu'il faut le faire dans les 6 premiers mois. Pourquoi? Comme ça va très très vite les papiers. Si vous le faites après 6 mois, déclarer un enfant, c'est beaucoup plus long et c'est cher et il faut souvent se déplacer. Voilà pourquoi les gens ne le font pas. Chaque papier que tu dois traduire, il faut qu'il soit certifié par un traducteur officiel et qu'il coûte 1000-1200 bahts chaque papier. Après, il faut avoir un rendez-vous pour d'abord enregistrer tes enfants. Après, faire la demande de passeport et après aller la chercher. Donc, en général, ça vous fait aller 3 ou 4 fois à Bangkok à l'ambassade. Ah oui, d'accord. Okay. Et ça coûte cher financièrement. Et moi, je l'ai toujours fait. Je montais en avion, je faisais les papiers, les rendez-vous. Mes enfants ont même la carte d'identité française. Est-ce que tu te verrais vivre aujourd'hui en France? Malheureusement, dans ma galère du Covid, j'ai tout perdu. On m'a aidé financièrement et j'ai résisté un peu. Je suis rentré en France, malheureusement, 2 ans là. Et c'était très horrible pour moi, la difficulté, l'honnêteté, la vie est chère. Par contre, je suis rentré en France. On a beau dire ce qu'on veut de la France, elle a toujours des aides. Ils m'ont aidé énormément au début quand je suis arrivé, j'avais rien quoi. Donc ils m'ont quand même aidé quoi. Après j'ai travaillé assez vite quoi. Mais ok. Ça sent bon? Non, ceux-là ils sentent pas. Je crois que c'est les blancs qui sentent. Ce que j'ai envie de savoir aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent quitter la France, se barrer de la France. Alors pour diverses raisons, certains parce qu'ils ne se projettent plus là-bas. Qualité de vie ou peu importe. Qualité de vie ou peu importe. Ou certains qui veulent se dire je me barre 2 ans et je reviendrai plus tard. Est-ce que tu trouves que c'est légitime de se barrer, de partir, de venir en Thaïlande pendant plusieurs années? Ou est-ce que c'est lâche? Alors c'est pas du tout légitime et encore moins lâche. Parce que le peuple français a toujours été un peuple de voyageurs et comme les Portugais, les Espagnols et voilà, tout ce qui est Maghreb et tout, ils ont toujours été immigrés pour voyager et voir d'autres mondes. Donc ce serait dommage de pas faire le pas. Le seul truc c'est qu'il faut tout laisser en France, entre guillemets, quand je dis tout. Qu'est-ce que tu appelles tout? Un appartement? C'est pas tout un appartement. Vous pouvez, si vous êtes propriétaire, vous pouvez le louer et venir ici. Faire le pas de venir vivre en Thaïlande, ça sera jamais plus difficile que n'importe quel pays en Europe. Ici, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de comment dirais-je, d'agression. C'est un autre monde, les gens sont gentils. Avec peu, vous pouvez vivre. Donc, c'est pas comparable. Alors, on peut vivre avec combien, à peu près? Alors, ça dépend comment tu vous vis avec vivez. Ça dépend si vous mangez thaï, si vous mangez européen. Moi, j'ai de la chance d'avoir beaucoup de gens qui viennent de France, donc ils me ramènent des produits. J'en achète pas ici, ça coûte cher. Donc, j'ai déjà pas mal de produits français à la maison grâce à mes amis qui viennent. Ouais. Sinon, si vous mangez thaï, vous vivez à la thaï, vous n'êtes pas obligé de porter des marques. Vous n'êtes pas obligé de boire du champagne, vous n'êtes pas obligé de boire je sais pas, vous pouvez vivre avec très peu d'argent. C'est combien, très peu, à peu près? Je sais pas, moi actuellement j'arrive à vivre ce qui était impossible il y a quelques années, j'avais besoin de 5-6 000 euros, moi j'arrive à vivre je bois pas d'alcool, le logement, ma belle famille me l'ont donné pour l'instant, tu arrives à vivre à 600 euros. 600 euros par mois? Ouais. Ici ouais, moi j'arrive. À Koh Samui, hein? Ouais. C'est fort quand même, hein? C'est bien. Hein? Après, attention. Après, toi, tu manges thaï tout le temps, hein, aussi. Tu manges toujours thaï. Non, je demande. Mon pauvre, alors là, tu vas tomber dans les pommes. Et tous ceux qui me connaissent, qui vont voir la vidéo, ils vont être fous. Je n'ai jamais mangé de ma vie du riz en Thaïlande. Hein? Tu manges toi alors? Non, mais même toi, t'es choqué. Non, Tous les gens qui me connaissent, je n'ai jamais. Ouais, non, mais arrête. Là, on est obligé de faire un petit. On est en Thaïlande et t'as jamais mangé du riz? Je n'ai jamais mangé thaï depuis que je vis en Thaïlande. T'as jamais mangé thaï? Non. Bon, la vidéo est finie. Je déconne. Non, sérieusement, attends. Non, sérieux. Je n'ai jamais mangé de riz de ma vie. Attends, mais tu manges quoi ici alors? Moi, ici, je mange très souvent à droite et à gauche et à mon bar et chez moi. Donc, je mange tout ce qui est européen. De temps en temps, chez les Italiens, je mange des soupes, je mange des pâtes, pizza, pommes de terre, sandwich, tout ce qui est européen, on va dire. Mais comment tu fais avec 600 euros?
Bah, comme je viens de dire, on me ramène de France beaucoup de produits grâce à ça. Si je les achète ici, j'y arriverai pas. Les patates, j'aime bien faire des frites fraîches, des pommes de terre sautées, de la purée, des pâtes. Tu cuisines ou tu vas dans les restos? Alors, j'ai 2-3 restaurants que je connais aussi, qui coûtent pas cher aussi, des restaurants thaï que je conseille aux gens. Je ne mange pas thaï, mais je conseille beaucoup de restaurants à des gens. D'accord, ok. Ouais, 600 €, c'est fort quand même. Hein, parce que le 600 €, mais alors attention, tu parles de 600 €, j'ai 2 filles qui n'ont pas de revenus et j'ai divorcé avec leur mère, je leur envoie déjà 500 € que j'arrive à faire à droite et à gauche. Donc 600 €, c'est que pour moi. Si c'est derrière ce que je fais, par exemple, ça c'est du vrai ou du faux, peu importe, il faut se les acheter. Après, c'est du vrai ou du faux, je la lave tout le temps. C'est du vrai ou du faux? Je la lave tout le temps. Les produits ménagers, tout ça, ça coûte cher. Ouais, ok. Et ton loyer, tu payes combien? Alors là, actuellement, je suis chez ma belle famille, avec qui j'ai travaillé pendant plus de 30 ans. Ils me donnent un logement gratuit, mais c'est des logements entre 6 000 et 8 000 bahts à peu près. D'accord, ok. Mais comme j'aurais ramené des clients pendant plus de 30 ans, leurs 30 chambres, là actuellement, je suis chez eux depuis un an et des poussières et ils ne me demandent rien. D'accord. Est-ce que tu as une assurance? Alors oui, c'est primordial. Quand vous venez en Thaïlande, moi, avant toute chose, là actuellement, j'ai une assurance avec une banque thaï. J'ai la CFE, la Caisse des Français à l'étranger, il faut avancer et te rembourse. Mais comme j'ai eu un problème à mon cœur en 2021, actuellement, je ne suis pratiquement pas assuré pour le cœur. Malheureusement. D'accord, ok. Et la CFE, c'est une assurance? La CFE, c'est la Caisse des Français à l'étranger. J'ai pris l'option maximum, c'est à peu près 500 € tous les 3 mois. Par contre, il faut avancer les sous et te rembourse. Mais à quel taux ils te remboursent, je ne sais pas du tout et ils ne te renseignent pas. C'est suivant les hospitalisations, je pense. Et j'ai pris une assurance au Bangkok Bank qui représente 50 000 bahts par an et qui couvre tout sauf le cœur. Ouais. Mais tu t'imagines pas aujourd'hui vivre en France, hein? Non, ça c'est... J'étais en France pratiquement 2 ans, j'ai pleuré tous les jours. Tous les jours je pleurais, mes enfants me manquaient, mon business, vous vous rendez pas compte? Même les gens qui nous regardent là, même toi Sabri, je suis arrivé ici, j'avais 20 ans. Je suis resté ici 34 ans, je suis toujours rentré en France avec plein d'argent, en vacances. Là je suis rentré, j'avais plus rien. Tous les gens que je connais, ils devaient m'aider, ceci, cela, des gens m'ont aidé, pas aidé, c'était très difficile en France. J'ai pleuré pratiquement tous les jours pendant 2 ans. Aujourd'hui alors, question importante, hein. Tu te sens plus français ou plus thaïlandais? Là c'est une question qui n'a pas à se poser. J'ai le passeport français, ma vie est française, mes origines portugaises, j'adore, on va dire, je me sens plus thaïlandais et je voudrais bien finir ma vie ici, quoi. Alors, donc la Thaïlande, oui, ça c'est clair. Parce que tu as passé plus de temps, en fait, ta vie, tu as plus vécu ici que n'importe où ailleurs. Oui. Donc, et même pas que vivre, éveillé. En France, tu es éveillé tant d'heures par jour. Moi, comme je travaillais 10, 12, 15 heures par jour, j'ai été... Mes 30 ans en Thaïlande, ça représente, on va dire, 50 ou 60 ans de travail en France et d'éveillé. J'étais tout le temps éveillé. Est-ce que tu penses que les Thaïlandais peuvent on va dire, t'intégrer complètement? C'est-à-dire te considérer comme un des leurs? Personnellement, je pense, est-ce que c'est réel ou pas? Moi, je pense, je sais pas que j'ai été intégré. C'est que j'ai été, ils me considèrent comme un Thaï, quoi, presque. Ils te considèrent comme un des leurs, carrément? En fait, attention, Sabri a raison, ils me considèrent comme un Thaï parce que les Thaïs qui me connaissent parfaitement depuis longtemps. Maintenant, il m'est arrivé d'aller sur le continent ou ailleurs, des endroits que personne ne me connaît, et les Thaïs m'appellent le Phalang, bien sûr. Okay. C'est péjoratif quand on dit ça ou pas? Quand on dit moi, j'aime pas ça, j'aime pas ce mot du tout, moi. Pourquoi? Moi, ce mot, je ne l'ai jamais vraiment aimé. C'est comme si on t'appelait le jaune, l'arabe, le portugais. C'est une appellation, en fait, qui revient de la guerre d'Indochine, que Phalang, ils t'ont appelé Phalang. Donc, c'est un peu embêtant, à chaque fois que tu te promènes à droite et à gauche, qu'il y ait une appellation Phalang. Mais c'est pas dérangeable, c'est acceptable. Le Phalang, ouais, Phalang. Alors, pour être honnête, moi, je le prenais un peu mal au début, quand on me disait ça. Ah oui? Le Phalang, c'est parce que, on va te dire, c'est une appellation sur ton caractère physique, en fait. Ouais. C'est de l'étranger, c'est des trucs. C'est ça. Sauf que nous, on n'aime pas, on est des êtres uniques, j'ai un prénom, etc. Tu m'appelles, voilà. Mais sauf que eux, ils s'appellent assez souvent, c'est le gros, c'est le maigre, c'est le... Tu vois ou pas? Ouais. D'ailleurs, ils se donnent pas mal de surnoms. Ouais, mais quand est-ce que cette appellation, après 30, 40 ans de tourisme en Thaïlande, que cette appellation va s'arrêter pour des gens comme toi et comme moi qui adorons la Thaïlande plus qu'autre chose, de nous voir arriver à un moment de nous appeler par notre personne, pas Phalang, le blanc, le jaune, voilà, c'est un peu dommage, mais ça s'arrêtera jamais. Ouais, après le Phalang, ça veut dire c'est l'occidental, tu vois, c'est comme si toi, tu vois, tu vois des Chinois, tu vas dire c'est des Chinois. Ouais, voilà. Par contre, ça arrive que des fois, tu es là en train de jouer avec les enfants et ça arrive encore, mais c'est rare que les familles disent « Oh, il y a le Phalang qui arrive, il y a machin », ça arrive encore qu'on ait une image un peu peut-être comment dirais-je, du tourisme banal, mais bon, après, c'est pas trop grave pour ça. Moi, je suis passé à côté de tout ça. Ouais. J'ai envie de préciser un truc, c'est qu'hier, on s'est rencontrés, t'allais au boulot. Ouais.
T'es allé au taf. Bon, J'allais présenter plus le bar. Commentateur actuellement, commentateur professionnel à la boxe à Chawan. Voilà, donc aujourd'hui, tu es dans le Muay Thai. Tout à fait, je suis même trempé dedans à fond. Avant, j'y étais déjà parce que mes enfants et les gens que je connaissais, ils étaient dedans. Ouais. Donc, je connais tous les gyms. Et en fait, je fais une chose que personne fait à travers le monde, c'est que je fais de la pub pour toutes les petites salles de gym. Quand je prends le micro, le petit combattant, je dis aux gens de l'encourager. Quand je vois une nationalité arabe, je lui parle en arabe. Quand je vois une nationalité italienne, j'adore quoi. Ouais, je pense que tu es un super animateur. De toute façon, tu dégages une énergie, hein. Ça se voit. Ouais, tu parles bien thaï, hein. Ok. C'est ici alors. Welcome to Samui International Muay Thai Stadium. C'est We pas have mal. Thai boxing here for 25 years. Français. En français, pardon. Ah oui. Excusez-moi, en français alors. Bonsoir, bienvenue au Samui International Muay Thai Stadium. Nous sommes ici depuis 25 ans déjà. Nous proposons le meilleur Muay Thai que vous aurez vu sur Koh Samui depuis 25 ans déjà. Tous les mardis, les dimanches et les vendredis, nous avons des combats à vous proposer. 6 combats, hein. Nous avons la chance d'avoir la propriétaire. La propriétaire du Samui International Muay Thai, Madame Pijun. Sawadikap. Et Pioy, la manager pour les tickets à l'entrée du Samui International Muay Thai. Sawadikap. Ok. Et nous avons notre camp pour vous entraîner ici aussi. Ah, c'est un camp d'entraînement. C'est un camp d'entraînement aussi. Comment ça se passe alors? N'importe qui peut venir N'importe qui peut venir à partir de 9h du matin jusqu'à 17h. Amateur, hein? Il n'y a pas d'heure. Non, amateur. On peut combattre. Amateur, professionnel, pas d'heure non plus. Non, mais je te parle des combats, pas des entraînements. Les entraînements. Ah, les entraînements. Et les combats, là? Les combats, les gens peuvent se présenter, voir le promoteur au niveau des combats. Ouais. Et la semaine d'après en général, ou 15 jours après, vous avez votre photo, votre nom sur les camions, sur les prospectus. Ouais. Mais il y en a qui prennent comme ceci. Il y en a qui prennent des raclés quand même, non? Oui, le Muay Thai c'est très dangereux, c'est pas une rigolade. Il y a eu la semaine dernière, il y a eu sur 6 combats, il y a eu 6 KO. Ouais. Et il y a eu des ouvertures, c'est très dangereux la boxe thaï quand même. Vous avez les combats qui se représentent comme ça. Ouais. Une fois que les boxeurs sont répertoriés, ils sortent sur nos voitures et sur les prospectus comme ça. Ouais. Et ça fait le tour de l'île. J'ai envie de savoir un truc. D'où vient ton amour pour le Muay Thai, toi? Le Muay Thai, ça fait partie de notre culture. J'ai 4 enfants. Dès qu'ils ont commencé à marcher, ils ont pratiqué, ils se sont entraînés au Muay Thai. Le Muay Thai, il ne faut pas juger par rapport à l'âge des enfants. Nous avons des combats souvent de 8, 9, 10 ans. Mais le Muay Thai fait partie de notre culture, fait partie de notre vie entière, à part entière. Et ça fait combien de temps que tu fais ce métier? Moi, je suis à Koh Samui depuis 34 ans. 1990. Ouais, mais ce métier. Ce métier de commentateur boxeur, ça va faire 1 an là. 1 an? Oui. Ça va, mais t'as le don, tu sais. En fait, j'ai ça dans le sang, quoi. Les commentateurs professionnels, ils parlent une langue, 2 langues, surtout Buffer aux États-Unis, ils parlent 2 langues. Moi, j'en parle 8. Et je fais un peu de show, je passe voir les gens, leur demander l'anxiété. Je renseigne énormément sur les lois et sur les règles du Muay Thai. Beaucoup de gens ne savent pas trop à ce niveau-là comment ça se passe. Déjà pour les femmes, quand elles montent sur un ring, c'est strictement interdit de passer entre les cordes. Ça porte la malchance et c'est la malédiction pour le camp et pour le boxeur. En aucun cas, une femme va passer, une fille, même pour une photo, entre les cordes. Il faut absolument passer sous les cordes. C'est très, très, très important. Je savais pas ça. Voilà, même toi, tu as appris tes choses ce soir. Ouais. Ça, c'est notre barman. Le monsieur avec le bob, c'est le DJ. Ah ouais? Et la casquette, c'est Boy, le barman depuis 20 ans. Qu'est-ce qui se passe? Là, voilà, nous avons nos boxeurs qui arrivent en direct d'avoir fait une petite virée dans le centre-ville pour faire la promotion de nos boxeurs. Ce soir, nous avons le Laos, Angleterre, nous avons Portugal. Dis donc, tiens, je viens de le voir comme toi, regarde, moi je suis portugais, regarde. Et il y a tous les combattants font un petit tour dans le centre-ville, faire la promotion des boxeurs avec notre voiture. Ils sont assez jeunes quand même. National Muay Thai. Ils sont jeunes, hein? Ouais, ils sont jeunes, ouais. Et tous les niveaux, tout le monde peut se permettre de pratiquer un combat ici. Il faut venir voir le promoteur. Ouais. Après que vous ayez vu le promoteur, ils mettent votre nom. Attention, il ne faut pas jouer avec ça par contre, parce que ça leur coûte assez d'argent de faire la promotion au niveau de la publicité. Et la semaine d'après, les boxeurs peuvent combattre. En Thaïlande, c'est 5 rounds de 3 minutes par round. 3 minutes par round, ok. Chez nous, les coups de coude, c'est interdit où il y a des protections. Ici, c'est toléré. D'où comment dirais-je, la puissance des combats est quand même assez élevée quand même. Ah ouais? Certains combats finissent souvent par KO.
Alors ils font ça pour gagner de l'argent, pour la notoriété. Pourquoi ils font ça? Tout à fait. Alors, il y a beaucoup de touristes qui viennent ici pour voir ce qu'ils valent à eux-mêmes, mais c'est rémunéré. Chaque combat au Samui International Stadium est rémunéré de 6 à 7 000 bahts, ce qui représente à peu près 150-180 euros par boxeur, qui gagne ou qui perd. Ah, que tu gagnes ou que tu perds, tu gagnes? Tu as le même revenu. Ah bon? Qui gagne ou qui perd. Oh, bah, tout le monde peut venir alors? Tout à fait. En fait, les gens viennent là pour combattre les Thaïlandais, c'est leur gagne-pain, c'est leur travail. Mais les touristes, c'est un peu un plus. Il y a très peu de touristes qui vivent de la boxe à Koh Samui. C'est plutôt Bangkok, Singapour, les grandes villes. Nous avons 3 combats par semaine. Quelqu'un qui combat tous les jours, ce qui est possible en Thaïlande, ce qui est impossible chez nous. Chez nous, c'est strictement interdit de combattre 3 fois par semaine. C'est minimum 2-3 combats dans le mois, on va dire, suivant les données du docteur. Et ici, un boxeur peut faire jusqu'à 2000 euros par mois s'il combat 3 fois par semaine. Quelqu'un qui est fauché financièrement, il peut venir se faire taper dessus tous les jours. Et il a 7000, non? Ta vidéo que tu non, moi j'en étais sûr, je t'allais sortir des vidéos un peu... Non, mais non, fauché ou pas fauché, ça n'a rien à voir. Une personne on va dire, qui veut faire un petit billet quand même, ce qui n'est pas conséquent, c'est 3 fois par semaine, 150 euros, ça peut monter jusqu'à 500 euros la semaine. On battait tous les jours. Mais c'est sûr que, entre guillemets, le type un peu perdu qui veut faire des combats, oui, mais c'est pas le but. Mais toi, vous sélectionnez quand même. Hein? Tu prends pas n'importe qui. Non, pas vraiment. Ici, quand vous venez boxer, le promoteur n'importe qui peut boxer en fait. N'importe qui. Oui. Et parfois, on a des combats un peu pas équilibrés, non? Moi, j'ai vu des vidéos. Malheureusement, c'est le Koh Samui, ce n'est pas, il n'y a pas de ceinture en jeu, c'est pas un stade international. Ouais. Ce n'est malheureusement, quelquefois, les poids sont pas les mêmes, mais ça n'empêche pas les boxeurs de combattre. Même les filles, souvent, les filles de taille sont plus légères que les touristes, mais ça n'empêche pas que le combat se déroule. Ouais. Les tailles n'ont jamais eu peur. Il y a eu beaucoup de fois des gros colosses avec des petites tailles. Mais les tailles arrivent des fois à gagner avec les high kicks, les coups de pied, les coups de genoux, ce qui est très dangereux. Moi, il y a juste un truc qui me surprend un peu, c'est qu'il y a des combats, il y a des amateurs avec des professionnels. C'est-à-dire que demain, le mec, il débarque de France, il n'a jamais fait de boxe de sa vie, il s'inscrit à un combat le soir et il tombe contre un professionnel. Tout à fait. Oui, je fais. C'est quoi ça? En fait, alors attention, quand tu regardes à la boxe, franchement, j'ai été très étonné. Ça, à la boxe, j'ai toujours été dedans. Ça fait bientôt 14 mois que je travaille à la boxe 3 fois par semaine, donc c'est énormément de combats. Ouais. Et donc j'ai été vraiment étonné de voir des gens, c'était la première fois qu'ils combattaient, qui s'en sortaient très très bien, un grand respect. Après il y a un niveau, on va dire, différent, hein, et la personne qui va te lancer dans les combats, malheureusement, elle va jamais chercher de trouver un mec à ton niveau. Il va te demander combien tu as de combats. Si tu as un combat, bah, ils sont capables de te mettre un mec qui a 50-100 combats. C'est ça qui est un peu dommage. Ouais. Ils n'arrivent pas à comment dirais-je, à mettre au niveau et à s'adapter à la personne. Souvent les touristes, ils pèsent un peu plus que les tailles. D'accord. Mais il y a un problème de poids. Qui est-ce qui gagne en général? Hein? Qui est-ce qui gagne en général? Les locaux? Alors t'es vraiment étonné parce que des fois je vois des tailles très forts et le touriste en face qui est moyen, il gagne quand même parce qu'ils ont la hargne. Contrairement à ce qu'on pense, pour eux d'avoir fait un combat, même qu'ils sont amateurs, même pour le plaisir, même pour rigoler, c'est un défi, mais vous vous rendez pas compte, c'est le pays de la Muay Thai, quoi. Ouais. Donc tu viens de combattre avec un Thaï et les Thaïs, ils ont des 80, 100 combats, 60 combats. Les Thaïs en fin de carrière, ils ont des 300 combats, 280 combats, vous vous rendez pas compte. Aucun boxeur dans le monde ne peut avoir plus de 50-60 combats. Parce qu'en Thaïlande, la législation fait que tu peux combattre tous les jours, même si tu as eu un KO. En Europe, tu peux pas dans le monde entier. Si tu as eu un KO, tu peux pas combattre avant 6 mois. Ah bon? Ah non, tu peux pas. Okay. En France, tu as pris un KO, le médecin jamais va te délivrer un papier pour combattre. Ici, tu n'as pas de papier du médecin, tu peux combattre. Okay. À travers le monde, quand tu fais un combat, si tu as pris un KO, tu peux être sûr que tu peux pas recombattre avant minimum 3 mois à 6 mois. Ah, je savais pas ça. Un médecin va jamais te délivrer un papier pour te faire monter sur un ring et tu en as besoin d'un pour combattre. C'est strictement interdit. Un KO, faut que tu saches, quand tu prends un KO, c'est ton cerveau qui bouge et se remet en place. Il suffit que ton cerveau ne s'est pas remis en place d'un demi-millimètre de centième, tu peux être handicapé à vie. Il faut savoir que quand vous prenez un KO au foie, c'est la respiration qui s'arrête au foie. Mais à la tête, au menton, c'est automatiquement un KO quand tu tombes. Ouais. C'est ton cerveau qui a bougé. T'as déjà vu des blessés graves ou pas?
Oui, oui, à Shawen, tout le monde croit que c'est du cinéma, mais venez voir, encore hier, il y a eu des combats, il y a eu 6 combats, il y a eu 4 KO, des coups de coude, du sang, c'est pas de la rigolade. Alors, est-ce que les combats sont arrangés? Pour moi, qui ne suis pas professionnel, malgré que je travaille là-bas, non, ils sont pas arrangés du tout. Est-ce qu'ils sont arrangés à des moments ou à des trucs? Ça, je peux pas tout savoir et tout surveiller, mais c'est pas des combats arrangés. Pourquoi tu dis arrangé ou pas? Parce qu'il y a, arrangé, il y a des paris, alors. Il pense qu'il a pris un petit coup, il est tombé KO. Alors, il a presque rien. Non, mais parce qu'il y a des paris, en fait, c'est ça. Alors ici, il y a des paris, mais il n'y a pas des paris au niveau élevé de Bangkok avec le mot, on va dire, la mafia derrière, des gros paris. Il n'y a pas ici. Donc je ne pense pas qu'ils peuvent intervenir dans un combat, dire à cette personne, tiens, couche-toi, tu vas te coucher ce soir. Ça, je pense pas qu'ils pourront le faire. D'accord, ok. Ouais, c'est intéressant. Ouais, mais moi, ça me surprend juste de voir un mec qui n'a jamais fait de boxe, qui s'inscrit à un combat et tout à fait. Le soir même, il combat. Il faut que vous sachiez aussi, il faut être honnête. Là, je vais vous parler honnêtement, mais il ne faut pas les bruiter non plus. À chaque fois qu'il y a un touriste qui combat, ils augmentent le chiffre d'affaires par 2. Sabrine le sait pas, mais moi je vous le dis. Quand vous mettez un Français, vous pouvez être sûr que tous les Français de l'île vont venir. Quand vous mettez un Israélien, mardi dernier, il y avait un Israélien, il y avait peut-être 200 Israéliens qui sont venus le voir pour l'encourager. Donc de ce fait, quand tu as une telle ou telle nationalité qui combat, tu peux être sûr que 3 personnes sur 5 qui est de cette nationalité qui va venir voir le combat. Donc ça attire énormément de monde quand tu as des touristes. Donc souvent ils mettent des Français, Tout à fait. Alors les Français, tout ça, ils viennent parce qu'il y en a qui sont des très grands champions et qui veulent faire des combats. Mais il faut que vous sachiez que n'importe quel boxeur à travers le monde qui a des contrats, il n'a en aucun cas il a le droit de combattre dans une petite ville comme ici. Donc souvent, pourquoi il n'y a pas de champion à Phuket, à Koh Samui ou ailleurs? Parce qu'ils ont des contrats avec Bangkok à travers le monde. Ils n'ont pas le droit de faire des petits combats dans des petites villes, tout simplement. Ah bon? Non. Ils n'ont pas le droit, non. Interdit de faire... Non, quand tu as un contrat avec je vais te dire une connerie, tu as un contrat avec Red Bull. Ouais. Et tu viens combattre à Koh Samui, Red Bull, il va dire non, tu ne combats pas. Parce que tu es obligé de suivre leurs directives. D'accord, ok. Un champion du monde ou un peu tout ce que tu veux ne va pas combattre dans une petite salle à Koh Samui, la réputation et ainsi de suite, malheureusement. Est-ce qu'ils sont payés, ils gagnent de l'argent ou pas? Est-ce qu'ils gagnent de l'argent? Alors oui, à la boxe thaï, à Shawen, je ne peux pas être... les chiffres que je vais vous donner ne sont pas avec certitude, mais je vois les enveloppes qui traînent. C'est en général entre 5 000 et 7 000 bahts, ce qui représente 150 et 180 € pour un combat. Donc, qui n'est pas négligeable pour un combat thaï, un combattant thaï. Même après un KO, qui peut faire 3, 6, 12 à 14 combats par mois, ce qui représente 2 000 €. C'est énorme. Donc en fait, demain, tu as un étranger qui peut venir, qui est fauché. Oui. Il peut vivre de ça. Bah, fauché ou pas, oui, mais il faut que vous sachiez que quand vous faites la boxe thaï, vous gagnez un peu d'argent avec et vous êtes fauché, vous n'avez pas beaucoup de sous. Quand vous prenez des coups, vous êtes ouvert, à mon stade à moi, il y a un médecin qui vous recouvre gratuitement. Mais si tu as des soins à suivre derrière après, ça vous coûte des sous. Donc, c'est pas trop à conseiller quelqu'un qui est fauché de croire qu'il pourra vivre et s'enrichir avec la boxe. D'accord, donc il y a des soins à payer, mais c'est une assurance alors. Il prend une assurance. Il prend une assurance. Ouais, alors, de toute façon, il faut être inconscient. Quand vous venez en Thaïlande, vous venez 3 mois, vous êtes couvert avec une carte bleue. Prenez un billet d'avion aller-retour. Automatiquement, vous êtes couvert avec votre carte bleue, même si vous ne l'utilisez pas. D'accord? Si vous avez une Gold, c'est encore mieux, il n'y a pas de limite. Visa, Master, il y a des limites de 50 000 €. Mais vous venez 3 mois avec un billet d'avion aller-retour, très important. Après, vous prenez une petite assurance au niveau des banques ici, au niveau des assurances ici. Il y a des assurances françaises qui couvrent, mais ça reste très cher. Il faut compter entre 2 000 3 000 € par an pour être couvert à 100%. En tout cas, discussion très sympa avec Fernando, et vous voyez là il commence à faire nuit. Voilà, on a beaucoup échangé, on a fait une petite pause. Il fait nuit vite ici en Thaïlande quand même. Bah oui, 19h, 18h30. Ouais, 19h il fait nuit. Ouais. Alors, comment on peut conclure cette vidéo? On a abordé plein d'aspects sur la Thaïlande. Moi personnellement, c'est un grand honneur de te rencontrer depuis le temps que merci beaucoup Fernando, ça me fait super plaisir en tout cas. Et moi je pense que beaucoup de gens vont enfin me voir sur tes vidéos parce que beaucoup de gens me demandaient et voilà quoi. Bah ça fait un moment enfin que tu es en Thaïlande, ça fait 34 ans. Après je t'invite à la boxe, si tu veux venir à la boxe aussi, tu pourras venir faire un truc à la boxe. Mais moi je peux pas venir à la boxe, tu sais pourquoi? J'ai peur de leur faire mal. À qui? Ah, t'es boxeur. Ah non, toi, de combattre. Non, je te parle pas de combattre, je te parle de venir voir, filmer. Mais non. Je viendrai voir. J'ai jamais incité personne à combattre. Non. Ouais, la boxe thaï, j'y travaille, croyez-moi, c'est pas de la rigolade. Encore avant-hier, il y a eu des KO là quand tu les vois sortir à ouvert et tout. Ouais.
Est-ce que pour toi, la Thaïlande, c'est un pays du sourire? Est-ce que c'est vraiment le pays du sourire? Il est loin le sourire de la Thaïlande, il est loin. Mais il existe encore, il existe encore. Ah ouais. Il existe encore et ça fait vraiment plaisir quand tu rentres dans les supermarchés, les gens encore le sourire et tout, l'accueil et tout, oui, qui est inexistant en France. Je viens de passer 2 ans en France, malheureusement. On te sourit pas à la caisse, hein? Non, non. Bah, j'ai été même un peu choqué de voir le comportement. Par exemple, j'étais dans les transports, j'ai laissé ma place à quelqu'un plus âgé, elle m'a presque fait la remarque, elle croyait qu'elle était trop âgée, ou enfin bref quoi. Ah oui? C'est un peu spécial. J'ai aidé une dame à monter une poussette. Je me rappelle, je vois encore l'image il y a quelques mois en France. J'ai aidé une dame à monter avec une poussette, presque, elle m'a mis un coup de pied quoi. Enfin voilà, c'était un peu spécial. Elle pensait que tu allais te barrer avec la poussette? Je sais pas, non, je voulais juste la pousser avec la poussette pour qu'elle monte. Mais après, je faisais plus rien. J'avais. Ouais. Alors, ma question c'est, on parlait tout à l'heure en off qu'il y avait pas mal de problèmes d'éducation des jeunes en France. Tu vois? Moi, je pense que Il y a ça vient de beaucoup ça. Quand vous voyez, nous, les valeurs, moi et toi-même, nos parents, on ne pouvait pas voler, on ne pouvait pas rentrer en retard à la maison. Nos parents n'ont jamais rien volé, n'ont toujours accepté. Ils ne nous ont pas fait chier avec la religion ou pas la religion. Voilà, quoi, c'est un autre monde. Je pense que le problème, il vient de l'éducation en France. Moi, je vois les jeunes ici, ils disent plus s'il vous plaît, ils disent plus merci, ainsi de suite, quoi. C'est des valeurs qui se perdent, malheureusement, quoi. Ouais. Est-ce que tu penses que ça va s'améliorer en France? Non, 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 je pense pas, non. J'espère, du fond du cœur, parce que la France, c'est vraiment un beau pays, magnifique. Mais tant que les valeurs vont être perdues, la présence des enfants dans les foyers sont plus comme avant. Il y a les téléphones, les réseaux sociaux, donc il n'y a plus de dialogue à la maison. Je vois par exemple, toi, tu as été étonné que je parle arabe couramment, tu le parles aussi. Beaucoup de jeunes ne le parlent plus, quoi. Qu'ils soient portugais ou même italiens d'origine, ils parlent plus leur langue de leur pays, quoi. Enfin, de leur pays d'origine, on va dire. Ouais. Que penses-tu des personnes qui ont un certain âge, ça fait 20 ans qu'ils sont en Thaïlande, mais qui parlent toujours pas thaïlandais? Bon, ils savent dire sawadee-krap, top, tu vois? Alors ça, je pense qu'il y a plusieurs critères qui font que. Un, déjà, c'est l'âge. Quand tu arrives à un âge, tu ne veux plus te faire chier à apprendre, mais tu devrais l'apprendre puisque ça sert. Sans livre, sans école, sans rien. Régulièrement, tous les jours, journalier, dans tes dialogues, dans ce que tu fais, d'apprendre quelques mots thaï. Après, je pense que les Français, ils n'ont jamais vraiment fait des efforts au niveau de l'anglais. Dans le monde entier, on est réputé pour ça aussi. Hein. Ouais. Tu veux dire que là, quelqu'un qui est âgé, en fait, il ne peut pas apprendre une nouvelle langue? Moi, je pense que c'est... Attention, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs critères. Est-ce que c'est l'âge? Est-ce que c'est le temps? Est-ce qu'ils ont envie? Est-ce qu'ils n'ont pas envie? Est-ce qu'ils veulent vraiment, ils sont venus ici pour finir leur vie, ou c'est un passage? Il y a plein de critères qui font que c'est totalement différent, je pense. Mais moi, je dois avoir un don pour les langues, donc... Ouais. Mais je pense que c'est pas recevable de dire je suis trop âgé, je peux pas apprendre une nouvelle langue, parce qu'en fait, tu as besoin de combien de mots par jour ici? C'est 100, 200 mots de thaïlandais, tu te débrouilles avec ces 200 mots. Ouais. Tu vois, que ce soit de l'espagnol, que ce soit de l'anglais, que ce soit du thaï, tu apprends 200 mots, tu apprends 10 mots par jour, ça te fait 20 jours, allez, on va dire un mois. C'est comme ça que je parle plusieurs langues, moi. Voilà. En fait, moi, quand tu me parles une langue que je connais pas, là, actuellement, j'essaie d'apprendre le chinois, le russe, qui est difficile, mais j'apprends 5, 6, 8, 10 mots. Donc, de ce fait, après, ça vient tout seul, en fait, après, dans les dialogues. Ouais. C'est ça qui fait que, voilà. Ouais. Fernando, en tout cas, ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi. Merci pour ton partage d'expérience. Bah, au plaisir. De toute façon, tu es là. Hein. On est là. On est là. Hein. On est là. Voilà, merci. Merci à vous tous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.